Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, à la rédaction accueille Amada Salim, représentant du COSEM, le Conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, le risque de radicalisation à Mayotte est bien présent. On a vu jeudi dernier, une perquisition a été effectuée à la mosquée de Manzarsoua. Suite à cela, un homme a été interpellé puis placé en détention provisoire. Un homme qui est dit être sympathisant de l'État islamique. On en parle tout à l'heure avec vous. Avec nous également Pierre Bellouti. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors une réunion très importante s'est tenue aujourd'hui au conseil départemental à l'initiative du président lui-même. Une réunion placée sous le signe de l'union. L'union pour faire face au gouvernement, pour défendre les intérêts du 101e département. On en parle avec vous tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 8 décembre. Un jeune Mahorais de 22 ans a été arrêté la semaine dernière dans le quartier de Manzarsoua alors qu'il envisageait notamment de partir pour le djihad. Un cas de radicalisation sur le territoire qui prouve que Mayotte n'est pas épargnée et que la vigilance doit rester de mise. Ce matin, élus, syndicats, patrons et autres acteurs de la société s'étaient donné rendez-vous pour échanger sur les problématiques qui frappent le territoire. Une rencontre qui a permis d'unir les forces et de faire front face à celui qui semble aujourd'hui à l'origine de tous les maux, l'État. Tous les ans, les madrassas fêtent le mois de la naissance du prophète et à cette occasion, un grand rassemblement est organisé à Mzouazia afin de célébrer ce moment important pour les fidèles. Reportage à la fin de cette édition. Jeudi dernier, dans le cadre de l'état d'urgence, les autorités ont procédé à une perquisition dans le quartier de Manzarsoua. Un jeune Mahorais âgé de 22 ans a été interpellé et placé en détention provisoire. Des documents ont été en effet retrouvés prouvant que l'homme est un sympathisant de l'État islamique. Celui-ci aurait d'ailleurs avoué son désir de partir en Syrie ou en Irak pour y faire le djihad. Aujourd'hui, avec ce cas évoqué, parents, enfants, musulmans pratiquants ou non pratiquants disent s'inquiéter de voir que la radicalisation n'épargne pas leur île. Reportage Shakila Youssouf et Leslie Vimné. Gendarmes, police, les autorités sont déployées sur tout le territoire, plus vigilants que jamais. Après l'arrestation d'un jeune, somme toute radicalisé, nous nous sommes rendus dans le quartier de Mtsapéré où l'on compte pas moins de 5 mosquées. Et que ce soit ici ou ailleurs, à Mayotte, les conflits entre pratiquants sont légion, ce qui inquiète beaucoup de Mahorais, comme cette mère de famille qui dit ne plus quitter des yeux ses enfants. Misiri kweli ya mengi bedi alo kama mba onrua motao eledze amba msiri moja au msiri mbili zo itotosha be har madago marsi usona kama dago na tubani msiri ya kume na mavanu wa watiti wasirisi de kama risilagu amba ule asivura ule wala avuru ule wala sike dinilo wala sikule yode juste yode tongo onrua iriao mana hoho yafanyiwa wao kwa waihanti ambaya kojofanyiwa netwe ifanyiwa babo wasirabaki unu wasitunersiri eske batu karnofanyiwa. Si les enfants côtoient l'école coranique dès leur plus jeune âge, beaucoup se désintéressent de la religion à l'adolescence. Certains se perdent et sont alors récupérés par des associations religieuses qui font ce que l'on appelle plus communément la darwa, le rappel à la religion de l'islam. Aujourd'hui, ces jeunes expliquent avoir trouvé des réponses à leurs questions et se sentent à nouveau sur le bon chemin. Wako filma mkinti na shutuma mnefanya donc waka wavenze bana nire mvulike mana tulta mona nsivira na uvira kwa kwa jivia elo pro koronga bana lazima wanata washino angaliwe waske sina wenda tu moya mavareni kula mkirutonyo bofan lo dan mana wasene jitadi rofanya abasa wawe tena wawe wafanya dawa wamufanya mana nikatspara nyangu kamwe wamuwaira ni wale zao waminstrongo safika alini banahika wa sudal bange au control dal bange waifana tao yotambu na ya problem manal bange le swamenya antu wanata wengi wasimenya nata wengi wasitin malera kama kaspara bange objanda ibezu zantu wavunze nyumba zantu yo delenga dozungo bene ka waslunga idini bane wa hirwa wanjarna idini basfanya dawa nekasla fisabilillah man nekamra lo fisabilillah zo ngema da zungo kalazana da fanya mbovu.
D'un autre côté, les associations qui œuvrent chaque jour pour les jeunes constatent le désœuvrement et la précarité dans lesquels certains jeunes évoluent. C'est un membre actif d'une association de Mtsapéré qui tente de nous expliquer ce qu'il en est. Ces jeunes-là, en fait, ils n'ont rien, pas d'argent, donc ils sont comme tout le monde, ils ont faim. Donc vu que personne ne leur propose de travail, c'est sûr qu'ils vont faire le choix le plus facile. Et c'est vrai que c'est compliqué à Mayotte quand même. Parce que même nous on essaie d'aider au maximum les jeunes, mais j'ai l'impression que l'État ne nous aide pas en fait en quelque sorte. Puisqu'on a quand même déposé pas mal de dossiers jusqu'à présent sont en attente. Et je sais qu'ici on pourrait faire beaucoup de choses pour faire avancer notamment la jeunesse, mais on n'est pas beaucoup soutenu en fait. Aujourd'hui, sans entrer dans une psychose, la radicalisation ne semble pas épargner le 101e département, car même si le jeune homme arrêté s'est radicalisé en métropole, il n'empêche que c'est bien à Mayotte qu'il se trouve aujourd'hui. Alors avec nous, Amada Salim, représentant du COSEM, Conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte. On l'a vu dans ce reportage, on parle de radicalisation avec ces jeunes qui sont des cibles potentielles tant ils sont désœuvrés. On a vu également il y a quelques semaines un partenariat signé entre les religieux et le COSEM. Alors aujourd'hui, concrètement, quelles mesures vous mettez en place pour pouvoir parer à la radicalisation de ces jeunes ? Effectivement, le Conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte, le COSEM que je représente ici aujourd'hui, est là justement pour amener la population à comprendre ce qui se passe sur le territoire et à sécuriser le territoire. Le COSEM est là pour la sécurité justement des biens et des personnes, mais aussi pour éduquer la population pour que Mayotte reste toujours une société pacifique et pacifiée. Parce que l'islam qui a été toujours prôné à Mayotte est un islam de lumière. Donc l'islam, le premier message de l'islam, il n'y a qu'un seul islam dans le monde, c'est un islam pacifiste et l'islam progressiste prôné par Mahomet. Et puis toutes les religions, aussi bien le christianisme, le judaïsme ou bien l'islam, prônent toujours la fraternité entre les gens, entre les nations, entre les peuples. Donc aujourd'hui, si Mayotte est en proie à la radicalisation, c'est que justement, il y a un travail qui aurait dû être fait par les religieux, notamment les cadis, notamment les intellectuels mahorais, notamment aussi les éducateurs, pour dire à la population de Mayotte de ne pas céder à cette radicalisation, de refuser justement cet islam qui se dit soi-disant un islam, mais qui est un islam politique. Les gens qui prônent aujourd'hui l'islam terroriste, c'est un islam politique, c'est un islam nationaliste, c'est un islam qui n'a rien à voir avec le premier message de l'islam. Il n'y a qu'un seul islam dans le monde, il n'y a qu'une seule personne qui a amené ça, le messager Mahomet. Il a prôné un islam de paix, un islam pacifiste et progressiste. Alors on a vu cette maman dans le reportage dit s'inquiéter de ce qui peut arriver à ses enfants. Alors aujourd'hui on parle d'éduquer, vous voulez éduquer la population, mais quels moyens allez-vous mettre en œuvre pour cela ? La meilleure méthode pour éduquer la population, c'est de répéter à chaque fois à la population qu'il ne faut pas céder à la panique et qu'aujourd'hui, si les jeunes sont désœuvrés, il faut qu'ils partent en formation professionnelle. La seule solution qui pourra donner du travail aux jeunes, c'est d'aller se former. On a vu la plupart des chômeurs, ce sont des gens sans formation professionnelle. Donc, il y a lieu d'éduquer les jeunes, les autorités administratives, les autorités politiques, les autorités tout court doivent éduquer la jeunesse à avoir un métier et une fois qu'ils auront un métier, une fois qu'on pourra ouvrir des entreprises, les jeunes ne seront plus en proie au radicalisation. Et puis l'islam a beaucoup de facettes aujourd'hui. C'est vrai qu'on assiste à un islam anarchique à Mayotte, on assiste aussi à un islam salafiste, djihadiste, beaucoup de vocabulaire qui se termine par iste. Vous avez aussi un islam wahhabite qui a été véhiculé par les Saoudiens, mais à Mayotte, on a toujours eu un seul islam, c'est un islam des Lumières, pacifiste et progressiste. Le débat doit être centré sur ça. Justement, beaucoup de courants sont présents ici. Comment faire pour faire la part des choses parmi ces différents courants et harmoniser tout ça et contrôler? Nous allons travailler avec les cadis pour leur expliquer que l'islam en elle-même n'est pas une religion qui veut la confrontation entre les communautés. Mayotte a toujours vécu dans une coexistence pacifique. D'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a une cohabitation entre les chrétiens, les musulmans, les juifs et même les athées à Mayotte. Et il faut continuer dans ce sens. Donc, nous allons expliquer en collaboration avec les cadis, bien sûr, en collaboration aussi avec les associations féminines, parce que l'islam n'a jamais été aux antipodes du féminisme. L'islam a toujours donné une place très importante et prépondérante à la femme musulmane. Donc, nous allons expliquer aux
au Kadi et à la population dans chaque quartier que le vrai message de l'islam, c'est la paix, c'est la fraternité entre les gens. Et donc l'islam n'est pas incompatible avec justement les règles de la République, liberté, égalité et fraternité. Et l'islam est pour le progrès. L'islam n'est pas contre la science ni l'évolution technologique d'une communauté quelconque. Donc les Mahorais doivent s'approprier un vrai islam, un islam des lumières, et ne pas céder sur les voies des sirènes de certains justement djihadistes qui viennent de beaucoup de coins du monde, parce qu'aujourd'hui Mayotte s'ouvre dans le monde et le monde rentre à Mayotte. Beaucoup de jeunes vont en métropole pour aller s'ouvrir sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, et c'est vrai qu'aujourd'hui à Mayotte il y a une crise de valeurs, une crise d'identité, mais cela ne donne pas l'occasion à certains de vouloir perturber la société mahoraise. C'est dans l'explication, dans les villages, dans les quartiers, et même dans les madrasas, parce que beaucoup de madrasas aujourd'hui ont pris une tonalité intégriste, alors que les madrasas mahorais, ce sont des écoles coraniques où on enseignait la fraternité entre les gens, on enseignait à la population l'égalité entre le peuple, l'islam est contre les injustices sociaux, c'était ça, les madrasas. Mais aujourd'hui, les madrasas ont pris une autre tonalité avec des fondis djihadistes, salafistes qui viennent en quelque sorte perturber cette coexistence pacifiste entre les communautés de Mayotte. Et puis surtout, nous allons expliquer qu'il y a des penseurs qui ont expliqué, Mohamed Abdul Wahhab, comme Maurice Bucaille qui expliquait que la Bible, le Coran et la science peuvent être compatibles et que le progrès est en faveur de l'islam. Merci beaucoup Ahmed Salim. Je rappelle encore que vous êtes représentant du COSEM. Et depuis la semaine dernière, un amendement proposé par le député Ibrahim Aboubacar fait débat. Alors que l'Assemblée est en plein examen du projet de loi de finances rectificative 2015, le député mahorais a fait voter un amendement concernant la répartition de l'octroi de mer. Les communes et les conseils départementaux devront se partager cet impôt indirect. De quoi faire bondir le président de l'association des maires et d'amorcer une polémique. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Limné. Depuis la semaine dernière, les médias locaux sont pour le moins perplexes quant à l'amendement proposé par le député Ibrahim Aboubacar. Alors que dans certains départements d'outre-mer, cet impôt indirect revient aux communes, le député a souhaité le partager avec le conseil départemental, calquant ainsi ce partage sur le modèle d'octroi de mer guyanais. Et mon amendement n'a porté que sur cette question de l'octroi de mer. Pourquoi ? Parce que l'octroi de mer doit être partagé entre les communes et les départements, et les modalités de partage qui ont été mises dans le budget l'année dernière sont des modalités de partage qui ne concernaient que l'année 2014. Et donc pour pouvoir partager l'octroi de mer cette année, alors que nous sommes déjà au mois de décembre, il fallait absolument dire des modalités de partage pour cette année. Ainsi, à partir de 2015, le montant de l'octroi de mer dont bénéficie le département de Mayotte est plafonné à 24 588 072 €. Le député Aboubacar se défend en expliquant que le conseil départemental a transmis un document demandant également une part de l'octroi de mer. Mais pour le président de l'association des maires, Saïd Omar Wali, cet amendement est une catastrophe. Il ajoute comment les communes peuvent-elles se permettre de perdre 24 millions d'euros par an alors que leurs caisses sont vides, que les dotations de l'État sont infimes par rapport au droit commun et qu'elles ne sont revues que tous les 5 ans en fonction des recensements. Le député vient de poignarder dans le dos ce pauvre département en retournant sa veste et en jouant le jeu du gouvernement et d'une ordonnance qu'il combattait encore il y a peu. Une sortie médiatique de Saïd Omar Wali, pas vraiment du goût du député Aboubacar. J'ai compris également, parce que j'ai lu les journaux en question, oui. Que le président de l'association de maires a transmis de la désinformation, alors que nous étions sur la table de négociation, la table de discussion. Parce qu'attendez, il y a aussi une considération que nous devons évoquer. Tous ces éléments-là, notamment les difficultés du budget du Conseil général, on nous les sort au mois d'octobre-novembre, alors que nous sommes en plein milieu de la session budgétaire. Et donc, on se retrouve en plein état d'urgence dans une réunion à Paris avec des éléments sur lesquels on a la moitié des choses, on n'a pas la moitié des choses. Sur la table des discussions au ministère de l'Outre-mer, j'avais proposé que dès lors qu'il n'y a pas tous les éléments pour trancher définitivement la question, il fallait trouver une solution pour l'année 2015. Et les orientations de ces amendements, je les avais dit sur la table au ministère de l'Outre-mer. Donc quand j'ai lu dans la presse que j'ai agi dans un amendement sans le dire, c'est tout à fait inexact. Ce matin, Saïd Omar Wali a accepté de revenir sur cette question en se concentrant sur sa rencontre avec le Premier ministre et sur les 9 propositions faites par les maires pour sortir les communes de leur marasme financier.
Nous étions à Paris en réunion le 19 novembre dernier avec bien sûr les différents ministères et les maires et un parlementaire, le député Ibrahima Boubacar. Le Premier ministre s'est engagé à ce qu'on puisse bien sûr avoir une réponse à 9 points que nous avons posés. Donc en attendant que le courrier, ça ne sert à rien de polémiquer pour rien. Et j'attendrai dès que je recevrai ce courrier. C'est là où bien évidemment je vais communiquer et dire exactement le contenu de ce courrier. Mais pour l'instant, sincèrement, laissons couler, je dirais, l'eau, je dirais. Et puis après, ça fait même pas de vagues. Et puis voilà. Mais sincèrement, ça ne sert à rien de polémiquer. Il reste maintenant aux maires des différentes communes à attendre des réponses du gouvernement pour espérer pouvoir sortir la tête de l'eau. Ce matin, une réunion informelle se tenait au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana sur invitation du président du conseil départemental, Sobadine Ibrahim Ramadani. Syndicats salariés et patronaux, élus municipaux, parlementaires, conseillers départementaux, tous étaient conviés afin de discuter des retards et des problèmes qui frappent le département. Un moment d'échange mais aussi d'union face à un adversaire commun, le gouvernement. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Camille Idlas. Tous ont répondu présents ce matin afin d'échanger autour des problématiques qui frappent le département. Une réunion qui a su rassembler large et qui revêt même, selon certains, un caractère historique. Déjà, c'est une première sur l'histoire de Mayotte, qu'on voit les organisations syndicales, les politiques, parlementaires, donc les maires, les conseillers départementaux, s'asseoir sur une table, discuter des éléments fondamentaux de Mayotte. Et nous espérons que ce ne soit pas une réunion, une première et une dernière. Nous souhaitons que ça s'éternise, que ce soit quelque chose de fondamental, que ça s'ancre dans l'histoire et que ça continue. Donc, et nous souhaitons que cette motion qui va être signée par l'ensemble des instances ici présentes soit suivie d'effet. Nous espérons que le préfet, donc le gouvernement, prendra la mesure de la situation mahoraise et que le gouvernement saura entendre nos revendications salariales, parce que ce n'est pas des revendications seulement des salariés, mais c'est une revendication qui s'étend à l'ensemble de la population mahoraise. En effet, au-delà des revendications syndicales, de nombreux autres sujets ont été abordés, avec un mot d'ordre qui est maintes fois ressorti: égalité. Moi, je pense que des réunions comme ça, il faut qu'on en fasse de plus en plus pour éviter tout malentendu. Donc, à l'invitation du président du Conseil général et les syndicats, nous sommes venus ici pour justement voir les revendications des syndicats. Donc, quand on résume en un mot ce qui a été dit, tout le monde demande l'égalité, l'égalité sociale. Et donc voilà, donc une motion sera signée entre les différents, je dirais, collectivités et les syndicats pour demander tout simplement à l'État, c'est qu'aujourd'hui, nous demandons à ce que l'égalité réelle soit, je dirais, une réalité dans notre collectivité. Pour faire fléchir l'État et obtenir l'égalité, tous ont bien compris qu'il faudra être unis, car cette bataille va au-delà des convictions politiques des uns et des autres. Il s'agit en effet d'obliger l'État à respecter sa devise censée s'appliquer à tous les citoyens français: liberté, égalité et fraternité. Écoutez, ce que je peux retenir ici, c'est que nous sommes en train d'organiser un rapport de force qui est nécessaire pour peser et faire fléchir le gouvernement pour qu'on amorce enfin un développement économique et social digne de ce nom. Qu'on arrête de traîner les savates et d'envoyer à des calendes grecques tous les grands projets de Mayotte. Donc c'est un message qu'on lance au gouvernement, c'est qu'aujourd'hui nous sommes unis pour peser dans un rapport de force où les Mahorais seront gagnants et ne seront pas les perdants. Pour le président du conseil départemental à l'origine de cette réunion informelle, son prochain voyage à Paris doit lui permettre de rencontrer les membres du gouvernement et d'exposer une nouvelle fois toutes les problématiques auxquelles est confronté le département. Nous attendons du gouvernement qu'il soit à l'écoute des préoccupations que nous allons lui exprimer, mais aussi à l'écoute de ce que les Mahoraises et les Mahorais expriment déjà, ont déjà exprimé et continuent d'exprimer, à savoir
que les conditions de vie sont de plus en plus difficiles, les conditions d'éducation et de santé sont de plus en plus difficiles, les conditions de sécurité des personnes et des biens sont de plus en plus graves et que par-dessus tout aussi, nous connaissons pour nos collectivités, communes, syndicats intercommunaux et départements des difficultés d'ordre budgétaire et financier. Chacun s'accorde sur le même constat. Mayotte croule sous les problèmes et peu de solutions pointent à l'horizon. Certaines missions régaliennes de l'État ne sont pas assurées, tandis que le sentiment d'abandon est chaque jour plus criant. Reste maintenant aux principaux acteurs du territoire à inverser cette triste tendance. Alors Pierre, on l'a vu dans ce reportage, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est quand même assez inédit. Et on a aussi souvent reproché au président du conseil départemental de ne pas se prononcer sur ce qui se passe à Mayotte, notamment sur les conflits sociaux qu'il y a eu. Aujourd'hui, c'est le cas, il s'est bien illustré. Oui, écoutez, très court, un petit mot sur ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est assez exceptionnel. Il y avait des élus, des parlementaires, il y avait le député Bouanali, il y avait effectivement des maires en Chiabamana, le président de l'association des maires, il y avait des élus, Ali Debré, le président du conseil départemental, il y avait aussi Thierry Galarme, le président du MEDEF, les représentants syndicaux de Force ouvrière, de la CGT. Voilà, donc tout ce monde s'est réuni de manière informelle, c'est-à-dire que voilà, c'était pas une réunion, il n'y avait pas un travail derrière de fait. Ils ont souhaité discuter, évoquer les problèmes et mettre aussi l'État face à ses responsabilités. Alors on pointe beaucoup les élus locaux et notamment sur le fait qu'ils n'interviennent jamais, ou du moins ils ne parlent jamais des problèmes sociaux ou trop peu en tout cas au goût de certains. Là aujourd'hui ils ont souhaité tous s'unir face, j'allais dire, à un adversaire, et c'est un peu ce qu'on a dit, c'est un peu ça, c'est l'État français, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils veulent mettre l'État face à ses responsabilités, notamment celle d'égalité, d'égalité entre les citoyens. Voilà, donc ils sont tous montés au créneau, ils vont signer une motion qu'ils vont faire parvenir au gouvernement. Donc c'était vrai, Aboudou Moursali parlait de moments historiques. Je ne sais pas si on peut parler de moments historiques. En tout cas, on voit que voilà, il y a une mobilisation de nombreux acteurs de la société mahoraise qui aujourd'hui en ont marre, et face à la situation qui empire dans de nombreux domaines, dans la santé, on va en parler dans nos prochaines éditions, et dans d'autres domaines, la sécurité, et puis aussi ces problématiques liées au code du travail, aux conventions collectives, aussi dans le public. Voilà, ils ont souhaité s'unir. C'était un moment assez intéressant de voir toutes ces personnes-là discuter, échanger, et puis s'allier aussi. Voilà, on tenait à en parler, parce que on va voir ce que ça donne ensuite, justement. Mais il y aura sûrement un après. Voilà, justement, l'union fait la force, mais est-ce que là, ça sera concluant, ça a des chances d'arriver à un résultat? Écoutez, l'union fait la force, et là, en l'occurrence, c'est une union qui regroupe des personnes qui ont du pouvoir, voilà, qui sont les représentants des élus. Ils sont tous élus, représentants des salariés, représentants aussi du peuple. Ils sont élus. Si eux ne peuvent rien faire, personne ne pourra faire quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, effectivement, eux ont du pouvoir, et en s'alliant, ils n'en seront que plus forts, et leur poids, le poids qu'ils vont apporter dans leurs revendications. Le président du conseil départemental se rend bientôt à Paris, il va rencontrer le gouvernement. Ça va être aussi à lui de mettre toutes ces problématiques sur la table et de dire maintenant, c'est plus possible, il faut faire quelque chose, la situation est grave dans de nombreux domaines. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions. Et il y a quelques semaines, nous apprenions la mort d'un jeune étudiant mahorais retrouvé seul dans sa chambre d'étudiant de Villeneuve-d'Ascq. Depuis, sa famille attendait de récupérer le corps pour pouvoir lui offrir un enterrement digne de ce nom. Et grâce au travail des associations, le corps a pu être rapatrié pour y être enterré ce jour dans le cimetière de Tsunzu 1. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Jérôme Comon. Ils ont souhaité accompagner Elan Fanny jusqu'à sa dernière demeure. Parents, proches, amis, étudiants, tous sont tenus à être là pour ce jeune étudiant mahorais mort seul dans sa chambre de Villeneuve-d'Ascq et retrouvé seulement plusieurs semaines après son décès. Un décès qui a ému au plus haut point la communauté étudiante. C'est surtout un triste jour pour Mayotte, triste jour pour toute la communauté étudiante de Mayotte. Nous connaissons l'histoire de Elan Fanny Abdallah. Elle est pleine d'enseignements. Nous devons aujourd'hui prendre cet enseignement et faire en sorte que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Et que tout le monde, qu'il s'agisse de la communauté étudiante, de nos responsables, qui doivent veiller à notre sécurité, chez nous comme en dehors de chez nous,
on doit veiller à ce que chacun prenne ses responsabilités et que ce qu'il s'est passé, je le répète, ne se reproduise plus. Pour que cela ne se reproduise plus jamais, l'association tente notamment de rencontrer les parents des futurs étudiants afin de les alerter sur les difficultés de la vie en métropole. Je crois qu'il doit y avoir une grosse sensibilisation au niveau des anciens étudiants qui étaient à métropole. Au niveau des parents, ce que nous avons commencé à faire l'année dernière, nous, but étudiantes, pour que les parents sachent que les enfants, leurs enfants, quand ils partent là-bas, ils peuvent vivre des moments de galère qui peuvent aller jusqu'à aller mendier, voire ne pas mourir de faim, ce qu'on soupçonne pour le cas de El Anfani Abdallah. Après ce décès, beaucoup ont réagi et lancé des messages pour que plus aucun étudiant du département ne soit laissé à l'abandon. Nous espérons que les maintes messages que nous avons lancés, les multiples appels que nous avons lancés permettront à nos élus de prendre conscience. Il faut que la conscience responsable il faut qu'elle s'éveille. Il faut maintenant que chacun aille dans la droite raison. C'est le seul mot, la droite raison. Et la droite raison, nous la connaissons tous, c'est l'éducation de nos enfants et leur protection, leur sécurité. Et malheureusement, le système a failli. Depuis quelques semaines, les étudiants du département se plaignent de ne pas toucher leur bourse. Une situation devenue invivable, symbole selon eux du peu de considération qui leur est apportée. Mais après la mort d'El Anfani Abdallah, il semble grand temps que cela change. Le fil de sécurité Ariane, la rumeur de rachat d'Air Austral par Air Madagascar, c'est également dans l'actualité de ce mardi 8 décembre. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Les vacances de fin d'année approchent et les voyageurs se préparent à décoller vers d'autres horizons. En ces temps troublés, le ministère des Affaires étrangères délivre des recommandations quant à la sécurité de ses ressortissants dans certains pays. Des outils de suivi ont été mis en place comme Ariane, un fil de sécurité qui permet aux Français de se signaler facilement auprès du ministère des Affaires étrangères. Une fois ces données personnelles saisies, le voyageur recevra des recommandations de sécurité par courriel si la situation le justifie et sera contacté en cas de crise dans le pays de destination. Le site affiche également une cartographie très précise des destinations à risque. Mais qu'en est-il de la zone océan Indien ? Plusieurs nations sont ainsi soumises à différents degrés de vigilance, notamment les Comores et Madagascar, sous vigilance renforcée. Puis vient également la Tanzanie en vigilance renforcée, à l'exception de 2 zones ciblées fortement déconseillées. Le Mozambique, où la pratique des enlèvements contre rançon existe, est en vigilance renforcée comme le sud du Kenya, alors que le nord est formellement déconseillé et déconseillé sauf raison impérative, notamment en raison des activités terroristes du groupe Al-Shabaab. Enfin, l'île Maurice, quant à elle, se retrouve en vigilance normale, le plus bas niveau de l'échelle des risques. Le monde du transport aérien est quelque peu perturbé ces derniers jours avec l'annonce de l'ouverture du capital de la compagnie Air Austral. Air Caraïbes du groupe Dubreuil avait ainsi fait une proposition dans ce sens, proposition qui aurait été refusée par la flotte réunionnaise. 4 dossiers seraient actuellement sur la table d'Air Austral et selon la presse réunionnaise, le groupe Goulam Ali, entreprise familiale indépendante revendiquant son attache au département voisin, serait très bien placé. Mais il en est un autre qui pouvait surprendre. En effet, une rumeur persistante a couru ces derniers jours annonçant une possible fusion des activités d'Air Austral et d'Air Madagascar. Il a fallu un démenti formel de la flotte réunionnaise, mais aussi malgache pour dissiper les doutes, la direction de cette dernière parlant ainsi dans la presse de la Grande Île hier de rumeurs fantaisistes. Dans tous les cas, les recherches d'investisseurs se poursuivent. Dans son édition de vendredi, France Mayotte évoquait la découverte d'algues ressemblant à des sargasses dans la baie de Chiconi. Bien que cette espèce se trouve normalement dans l'océan Atlantique, il est tout à fait possible de la retrouver dans des déclinaisons différentes, aussi bien dans le Pacifique que dans l'océan Indien. Bernard Armand Thomas, un directeur de recherche honoraire au CNRS et attaché scientifique au musée d'histoire naturelle de Nice, envisage quant à lui une autre approche. Fin connaisseur de Mayotte et de son milieu marin, il explique qu'à la saison chaude, des peuplements denses d'algues brunes se développent sur les fronts des platiers externes des récifs barrières de l'île.
et donc que ces amas aient été accrochés par un coup de mer ou de grosses vagues et soient venus s'échouer sur les plages de la côte ouest de la Grande Terre n'a rien d'extraordinaire. D'ailleurs, le scientifique ajoute que ces détritus algo-organiques sont très utiles puisqu'ils participent à l'apport d'engrais verts dans le lagon. Bernard Armand Thomasin ne lève bien évidemment pas les inquiétudes, mais il est demandeur de photos très précises et d'échantillons séchés pour se faire une parfaite idée de l'espèce. L'ADEAL travaille également sur le sujet, tout en examinant les mesures qui seraient à prendre en cas de problème, qui pour l'heure n'existent pas. Et enfin, ce vendredi, les musulmans de Mayotte ainsi que les musulmans du monde entier vont regarder la lune pour savoir si le mois de Maoulida va débuter. Ce mois est celui de la naissance du prophète Mohammed et comme chaque année, un grand majlis est organisé à Mzouazia où l'ensemble des élèves et fundis des écoles coraniques se retrouvent avec des invités venus de la Réunion ou de la métropole et ce, dans l'objectif de continuer à transmettre les valeurs de l'islam. Nous sommes allés à la rencontre de fundis qui se préparent à ce grand rendez-vous annuel. Reportage Shakila Youssouf et Leslie Vimney. Si l'augmentation des mosquées et des écoles coraniques semble diviser les musulmans de l'île Lagon, la fête du mois de Maoulida unit pratiquement tous les fidèles du territoire. C'est avec beaucoup d'impatience et de sérieux que fundis et élèves sont réunis ici et se préparent à fêter l'arrivée de ce mois où tous les élèves racontent en chantant l'histoire du prophète Mahomet. Il y a quelqu'un qui lit des versets du Coran d'abord et puis il y a des kaswida, ce sont des chants musulmans. Il y a des kaswida et aussi des discours, c'est tout. Et les gens sont là pour écouter. Ça nous augmente l'amour du prophète, l'amour entre nous. Un mois où certaines familles qui ont des enfants nés pendant le mois de Maoulida célèbrent ce mois en préparant un grand repas et en conviant tout leur entourage. Les fundis sont ainsi beaucoup sollicités pour faire la lecture coranique lors de ces cérémonies qui réunissent les femmes pour la préparation du repas et les hommes pour chanter le Maoulida. Il est important pour les enseignants des écoles coraniques d'enseigner aux élèves la vie du prophète Mahomet, comme nous l'explique le fundi Hafizou. haukai manara murongo amba maulida insele bidya yakavumbulwa tioneseza hadisi mbili babo hadisi ya mwando arasuli sallallahu alaihi wasallam arongo amba narisomesowa na watu no wajama zatu ranzido mzalwa wahe nomweshi wahe hata yajela we hahe na izo pyangizo harumweshi yoshira iyo ya mwando. Et abili tuoneseza balauka Allahu tabaraka wa taala habana rahanezo sukuzahe. Nous sommes donc aujourd'hui le 26 du mois Safar 1437 sur le calendrier musulman. Cette fête musulmane célèbre l'anniversaire de la naissance de Mahomet, prophète à l'origine de l'islam. La commémoration de la naissance de Mahomet est un sujet de discorde chez les théologiens musulmans. En effet, cette fête n'existait pas au 1er siècle de l'Hégire, date à laquelle le prophète quitta sa ville natale de la Mecque pour Médine. Elle n'est mentionnée ni dans le Coran ni dans la Sunna. Ainsi, les musulmans l'ont longtemps ignorée. Ce sont les musulmans égyptiens tout d'abord qui l'ont mise à l'honneur, tandis qu'elle est aujourd'hui célébrée dans de nombreux pays du monde et notamment sur l'île au Lagon. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur notre site l'infocoesi.fr et sur OM5. Dans quelques instants, retrouvez les nouvelles du temps pour la journée de demain avec Ornella Perrine. À suivre juste après, l'invité du temps de parole, Mansour Kamardine. Il était ce matin au micro de Patrick Millan que vous retrouverez demain dans la matinale. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Bonne soirée à vous sur KTV.